Bonjour à tous. Aujourd'hui, sur Tira Library, on reçoit une invitée qui a bousculé les codes de l'édition indépendante. À 16 ans, elle a écrit son premier livre sur la confiance en soi. À 22 ans, elle a déjà accompagné plus de 136 auteurs à publier et structurer leurs projets à travers Auteur Leader Academy. Elle est également l'autrice du guide Le pouvoir d'un livre. Entre images assumées, ambition affirmée et discours sur la résilience, Mélichienne ne laisse personne indifférent. Mais derrière la réussite et la direction artistique très affirmée, qui est vraiment la femme derrière Auteur Leader Academy. On va parler de confiance, légitimité, quand on est jeune, business du livre et dualité. Mélie, bienvenue chez Batira Library. Merci beaucoup, ravie de vous retrouver tous, aujourd'hui pour parler un peu de tous ces sujets. Il va y avoir pas mal de choses à dire. Ouais, et on a très, très hâte de découvrir tout ça, surtout que l'année 2025 a été hyper riche pour toi. Si on te suit un peu sur les réseaux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Pour commencer, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur l'origine de tout ça. Ouais. Donc à 16 ans, tu as écrit un livre, ce qui n'est pas anodin. Tout le monde n'écrit pas un livre à 16 ans. En général, à 16 ans, moi perso à 16 ans, je savais même pas ce que je voulais faire, plus tard. Moi, je me demande, est-ce que c'était pour toi un acte de survie, une mission personnelle ou une forme de revanche à ce moment-là? Moi, pour moi, c'était surtout, une manière de m'exprimer. C'était pas forcément, un acte de survie jusqu'à me dire: «Je vais écrire un livre qui va m'être thérapeutique». C'était pas du tout l'objectif. Pour moi, c'était une manière de m'exprimer, de pouvoir me dire: «OK, bah, j'ai des idées dans ma tête, j'ai un état d'esprit, j'ai, des rêves et j'ai envie d'en parler». J'ai envie de dire aux gens autour de moi que oui, vous pouvez réussir, vous pouvez, accomplir des choses. Donc c'était juste un moyen de m'exprimer sur un sujet, peu importe que ce soit reçu ou non derrière. Moi, j'avais besoin que ça sorte, on va dire. J'avais besoin de faire quelque chose qui m'appelait, qui était aligné avec moi et c'est comme ça que, oui, je me suis lancée et c'est par cet appel-là que j'ai réussi à le faire à 16 ans. Je dirais pas que j'avais les notions, que j'avais les clés, que j'avais les compétences pour y arriver, mais j'avais comme si, quelque chose qui me tirait et qui me disait: «OK, faut que je le fasse, je veux le faire, je vais au bout» et cetera. Génial, et en plus, ce qui est curieux, c'est que, tu n'étais pas une personne qui lisait beaucoup, Ou pas du tout même. Vraiment, j'aimais même pas lire au départ donc ouais, carrément. j'ai vu que c'était grâce à ton bac de français, car tu étais une élève, enfin, tu es une élève studieuse et tu as lu tout, et en fait, c'est comme ça que tu as un peu découvert la lecture? Ouais, j'étais très alors moi, j'ai toujours, eu ce côté-là pour m'intégrer et m'adapter, de tout apprendre par cœur, de toujours, essayer de suivre au maximum les codes pour pouvoir m'adapter, que ce soit un groupe social ou que ce soit pour des études ou que ce soit dans ma famille. J'ai toujours eu envie d'éponger un petit peu tout pour pouvoir m'adapter au mieux et être acceptée et donc oui, pour le bac de français, je me suis dit: «Bon, j'aime pas lire, mais là, je me motive un petit peu, je vais lire les 8 œuvres au programme» et c'est là que je découvre la lecture et moi qui, apprenais beaucoup de choses, qui, lisais, recrachais et cetera tout le temps des leçons, bah, là le livre ça me permettait de me transporter dans un autre monde, tu vois? De me divertir, de parfois penser à autre chose et c'est pour ça que j'ai bien aimé la lecture et je l'ai vue en fait d'une autre manière parce que même si c'était des livres que je n'aimais pas, je me suis dit: «OK, ça peut servir à quelque chose et ça pourrait peut-être encore plus me servir si je lisais des livres qui me plaisaient». Et c'est comme ça que vraiment je suis tombée dans la lecture et que j'ai commencé à aimer. C'était surtout, les livres qui allaient m'attirer derrière, les différents sujets et c'est comme ça que très vite j'ai beaucoup aimé lire. Mais je suis pas le genre de personne qui va lire, 100 livres et puis qui va rien faire. Je suis très quelqu'un qui va, beaucoup aimer passer à l'action, faire des choses. J'adore concrétiser des choses, peu importe ce que ça m'apporte derrière, je ne cherche pas le succès, je cherche juste à concrétiser, à faire des projets, à me sentir utile et c'est justement comme ça qu'après, une fois que j'avais lu des livres, je me suis dit: «Mais je peux pas rester avec toute cette valeur en moi. J'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'exprimer ça, j'ai besoin de recracher les choses pour transmettre» et c'est comme ça que finalement, oui, je me suis lancée après moi dans ma propre écriture, dans mon propre livre. Ah, c'est curieux. Il y a quelques résonances, tu vois, avec mon parcours. Moi, pour le coup, j'ai pas écrit un livre. J'ai commencé à lire par nécessité, pour le coup, car je commençais une nouvelle expérience à l'étranger. J'avais aucun code, aucune base, en anglais, sur la culture anglo-saxonne et cetera, et j'ai lu un livre qui a changé ma vie, et depuis, je suis tombée, dans la lecture, et j'ai le sentiment que très rares sont les personnes
qui grandissent avec cette passion hyper accrue avec Ouais. la lecture très, très jeune. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'acquiert un peu par, un concours de circonstances ou un peu par la curiosité, de la vie. Yes, bah, en général, je trouve que c'est surtout par rapport aux parents. Si tu as des, pères qui vont, lire, qui vont, être là, qui vont, voilà, avoir cette habitude-là de se poser dans un fauteuil le soir, de lire, d'avoir une grande bibliothèque chez toi, bah, je trouve que c'est plus facile et c'est plus inclusif et c'est vrai que moi, au fur et à mesure, comme je m'intéressais aux livres, je m'intéressais aussi aux gens qui lisent après et je me rendais toujours compte que, le point commun, c'était que, bah, ils avaient une bibliothèque chez eux, ils avaient des chose que moi je n'avais pas en fait, chose que j'avais pas, forcément ou même s'il y avait des livres, c'était parce qu'on ne savait pas où les mettre et qu'il y avait un meuble vide et que là, ça faisait une bibliothèque. Sans qu'il y ait une bibliothèque, qu'on voulait remplir, sans qu'on ait envie d'aller flâner dans les librairies, tu vois? Et si tu n'as pas cette culture-là, si tu n'as pas ça, bah, c'est sûr que tes enfants, bah, ils liront de moins en moins en fait et juste par mimétisme, à leurs parents. Ouais, complètement. C'est intéressant que tu évoques tes parents, tu as évoqué également ta mère, à un moment donné, car tu lui as piqué des livres, de Ouais. seconde. Hem, c'est ça l'histoire. Alors on était en plein confinement et ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas tant le droit de ressortir et puis je suis étudiante à la base donc je vais jamais forcément, aller, chercher des livres et puis c'est tout nouveau pour moi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis quelqu'un de très, très minimaliste et donc du coup, bah, au lieu d'acheter des livres, je me dis: «Je vais lire les livres déjà qui prennent la poussière ici». Ma mère avait gardé, une dizaine, une vingtaine de livres de développement personnel qu'elle avait lus mais sans plus, enfin sans forcément appliquer. Mes parents ont un bel état d'esprit, mais n'empêche, c'est pas enfin, quand tu grandis évidemment, quand tu as un certain âge ou quand, tu as plein de projets, ça te prend enfin, ça te demande énormément de risques, d'aller réaliser un rêve de plus ou quoi que ce soit. C'est plus compliqué quand tu as une vie où tu as un amas de croyances qui s'est mis en place et cetera. Donc je sais qu'évidemment, ils ont des livres, ils appliquent des conseils, mais pas de manière aussi palpable que moi, parce que moi, j'ai pas forcément les peurs, j'ai pas forcément des enfants, j'ai pas forcément de crédit, de prêt, de quoi que ce soit. Tu vois? J'ai pas ce bagage-là qui est difficile à avoir quand on a, une famille, une indépendance ou quoi que ce soit. Donc, je lis les livres et c'est là que je me dis: «Ah ouais, il y a une autre voie qui est possible. Il y a cette voie-là, cet autre état d'esprit-là, qui est possible» et ce qui a été un déclencheur aussi pour moi, c'est quand mon père, en fait, me disait ça faisait 1 an qu'il me demandait de lire le livre «Père riche, père pauvre», de Robert Kiyosaki parce que lui, il avait écouté le livre et en fait, il avait pas lu, mais il savait que j'étais beaucoup dans les textes très, académiques et donc du coup, il me disait: «Mais prends le livre et tout» et en fait, moi, je lisais et puis un jour, ma mère, avait commandé le livre, sur Amazon et je me dis: «Mais pourquoi tu achètes un livre? Ça coûte 20 €, le truc il fait 300 pages, je vais jamais le lire et tout» et je me suis dit: «Il faut que je le rentabilise». Donc tu vois, j'étais vraiment quelqu'un de très minimaliste et donc je vois le livre, je vois 20 €, je fais: «Non, c'est pas possible, quoi» et là, je me dis: «Bah, vas-y, il faut que je le lise» et donc en 3 4 jours, je lis, je lis, je lis et là, enfin, tu vois, il y a plein d'autres choses qui viennent à moi et c'est même grâce à ça qu'après je veux me lancer en gestion de patrimoine. Donc tu vois, il y a plein de choses comme ça qui découlent des livres derrière que j'ai appris. C'est une genre d'éducation que j'ai reçue en tout cas de mon père qui voulait me faire lire ou m'inculquer certaines choses et ce jour-là, je pense quand je me suis mis dans les livres et même après quand j'ai sorti mon livre, j'ai regretté un petit peu, tu vois, de dire à mes parents: «Beh, non, j'ai pas envie de lire ceci, cela, j'ai pas envie d'écouter» parce que mes parents étaient vraiment, des adeptes de, Franck Nicolas. Ils écoutaient, Franck Nicolas quand on partait en vacances, pendant le repas, on se le prenait à toutes les sauces et vraiment j'étais quelqu'un de très fermé à tout ça parce que, ça me saoulait, parce que j'avais besoin d'attention de mes parents et que mes parents, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils me mettaient juste d'autres discours, pour j'en sais rien et donc j'étais pas du tout ouverte à ça et finalement quand je me suis mise à la lecture et que je suis rentrée par la porte que je voulais, dans ce sujet-là, c'était moi, le matin à 7 heures du mat qui mettais les vidéos de motivation et mon père il dit: «Mais tu dans une secte», tu vois? Et en fait, c'était eux avant et donc tu vois, c'est ça qui est assez fou, c'est que vraiment la tendance
a été inversée et même si mes parents avaient toujours voulu un peu inculquer ça progressivement, je l'avais pas vu de la même manière et c'est là que ouais, que beaucoup de choses ont changé pour moi et puis tu sais quand tu tombes dans le développement personnel pour la première fois, tu plonges comme ça, tu dis: «Waouh, waouh, waouh» et là tu sors des conseils bateaux à non plus en pouvoir. Donc du coup, c'est comme ça que vraiment je suis tombée dedans. Ouais, génial. En plus, tu soulignes un truc hyper important. À 16 ans, personnellement, moi, à 16 ans, ma mère, elle me dit: «Lire un livre, je vais pas le lire». C'est normal, on et puis on n'est pas dans les mêmes générations et nos parents aussi n'ont pas eu les mêmes, possibilités et c'est pas la même histoire autour du livre. Moi, par exemple, si je parle de ma génération, quand on se met à lire un livre, on est rarement vu comme la meuf, hyper cool et cetera. Croyance un peu, tu vois, barbante autour du livre, le livre c'est ennuyeux, le livre c'est pas sexy, le livre c'est pas moderne. Mais justement avec, la multitude de livres qui ont pris, le jour, la les différents types, les différentes approches, ça a mis les choses finalement, au goût du jour et les pendules à l'heure aujourd'hui. Mmh mh. Exactement, donc c'est vrai que, ouais, c'est difficile d'accepter ça. Mais oui, moi, je pense qu'il y a ce côté-là où, il faut prendre en maturité pour, se rendre compte de certaines choses au bout d'un moment, ouais. Et justement en parlant de développement personnel, donc toi tu l'as découvert hyper jeune, Ouais. en lisant les livres, que tu as piochés chez toi. Je me demandais en quoi cette découverte elle a permis de changer ta perception et de se dire que le champ des possibles pour toi, quand on a 16 ans surtout? Moi, je pense que j'ai vécu surtout un passé, très douloureux où j'ai jamais trouvé ma place. J'ai toujours voulu, faire, ma propre place et me sentir utile. J'avais des parents très travailleurs, très absents. J'avais à l'école, beaucoup de problèmes. J'ai changé pas mal de fois d'école parce que, bah, on déménageait de un et puis aussi parce que c'était pas forcément, bien. Enfin, même à chaque déménagement, j'avais du mal à me refaire ma place. J'étais un peu comme un caméléon et c'était très, très, très compliqué pour moi de vraiment trouver des amis quoi, des gens sur qui compter, de me montrer telle que je suis. J'essayais toujours de me fondre un petit peu dans la masse et je savais que j'étais pas là pour rien. En fait, depuis le début, depuis que je suis toute petite, même si, j'ai vécu plein de choses différentes et parfois des choses plus ou moins faciles, eh bien, je me suis toujours dit: «Mais je suis pas là pour rien, donc il faut que je tienne, il faut que j'y arrive, il faut que j'avance, même si ça fait mal, même si je suis seule, même si peu importe». Il faut que je tienne et que j'ai cette force-là de tenir parce que je suis là pour quelque chose. Je suis là pour j'en sais rien, mais un jour peut-être, je saurai pourquoi je suis là. Je saurai que, je ne suis pas là pour rien, que je suis là pour, contribuer à, mais je ne sais pas quoi. Ma vie, j'ai cette idée-là toute mon enfance et petit à petit, bah, j'essaye des choses. Donc je lance une chaîne YouTube, je vends des œuvres d'art, je fais plein de choses, petites. J'essaye de m'émanciper un petit peu, de tester en fait pour trouver ma place. Finalement, je trouve pas forcément tout ça, mais je sais que je suis appelée à quelque chose. Peu importe si les gens me comprennent ou pas, moi j'ai envie de tester, j'ai envie de faire les choses pour voir qui je suis, pour apprendre à me connaître. Parce que je suis au fond un petit peu perdue aussi et parce que au fond, j'ai aussi envie de me trouver, de trouver ce qui me plaît. Et quand je lis ces livres-là, je retrouve un réconfort particulier, dans le sens où une autre voie est possible, où la voie où tu peux réaliser tous les rêves que tu veux réaliser est possible, ou la voie où peu importe ce que tu as au fond de toi, tu peux être heureux. Et donc moi, je comprends vraiment dans ces livres que tout ce qu'aujourd'hui on m'avait dit avant quand on se moquait de moi, quand quoi que ce soit, bah, que c'était pas possible, bah là je me dis en fait c'est possible, c'est juste qu'ils ont pas le bon état d'esprit. Tu vois, genre par ego, dans des personnes qui te disent ça au début, c'est de fermer l'esprit et machin et truc. Bon, maintenant, je leur en veux pas. Les gens changent comme ils le veulent, mais tu ne pourras jamais changer quelqu'un. Et je l'ai compris très vite. Et c'est là que je me suis dit, OK, peu importe ce qui va se passer, moi, je sais que c'est cette voie que j'ai envie de suivre, cette voie-là qui m'appelle et qui fait en sorte que tous les jours de ma vie, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de, voilà, peu importe ce que les autres pensent, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et donc, en fait, ce livre m'apporte beaucoup de réconfort dans le fait que oui, il y a des personnes qui peuvent penser comme moi, des personnes qui peuvent croire à quelque chose de possible pour nous, de missions différentes, de, voilà, de sortir des cases. Et c'est ça, en fait, le plus grand choc pour moi. Tu as trouvé ta mission de vie, tout simplement? Je dirais pas ma mission parce que pour moi, une mission de vie, c'est assez grand, mais je dirais que petit à petit, grâce à ça, je me réconforte et je me dis: «Ouais, j'ai peut-être une place quelque part». Même si je l'ai pas trouvée, là, je tiens un truc, tu vois? Là, c'est une piste que tout ce que j'ai cru depuis le départ, c'est vrai et que, il y a sûrement quelque chose,
qui va arriver pour moi, ou que je vais mettre en place qui va marcher, tu vois? C'est un premier signe que je me sens moins seule. Intéressant et justement, à quel moment tu es passée de du statut d'auteur à celui d'accompagnement d'auteur? Alors donc là, moi je lis des livres, je me dis que, évidemment, il faut que je transmette, tous les conseils que je vois dans les livres, mais les gens autour de moi ne lisent pas, donc je recommande des livres, ça ne lit pas, je donne des conseils, ça ne matche pas. Donc je me dis: «Bah, et si moi j'écrivais un livre, peut-être que ça allait inspirer des gens». Je me mets à écrire mon livre, à le sortir, je vois que ça marche, je le fais en numérique, en auto-édition, plus en maison et donc en fait, là, je vois tout un parcours où c'est juste, waouh, genre les gens, s'intéressent à moi alors que moi, j'ai pas envie de prendre plus de place, tu vois? C'est le moment où je sors un livre, mais me regardez pas, j'ai fait ça pour moi, si ça vous intéresse, c'est cool, mais tu vois? Je suis pas vraiment, en mode lumière, je suis juste en mode, bah: «Oh, on me donne enfin la parole», tu vois? «Oh, enfin on m'accepte pour qui je suis», sans pour autant avoir besoin d'extrêmement de reconnaissance, j'ai juste besoin de me sentir, accueillie. Et donc voilà ce qui se passe. Donc je passe dans les médias, je fais plein de choses. Quelque chose qui me bouleverse ma vie, c'est, vraiment le meilleur jour de ma vie, c'est le moment où je rencontre pour la première fois d'autres entrepreneurs. C'est sur Paris, donc j'y vais avec mon meilleur ami et c'est lui qui me traîne sur Paris. Moi, j'ai 17 ans à la base. Ouais, j'ai 17 ans et j'ai jamais pris le train toute seule ni rien et lui, il est 14:00. 18:00, il y a l'événement à Paris et il me dit: «Ah Amélie, il faut qu'on aille à Paris. Toi, tu viens ou tu viens pas, je m'en fiche, mais moi, j'y vais». Et lui, il voulait aller voir son mentor et cetera, donc dans le business et moi du coup, je veux y aller, je veux suivre, voilà et finalement je trouve une solution, donc mon frère m'emmène à Paris et là, ce jour-là, c'est fou parce que, on se retrouve, dans tout un autre monde où il y a une cinquantaine d'entrepreneurs. On a tous des tables. Le mec, donc dans le business qui invite tout le monde, ben, fait une soirée à plus de 3 000 € de bouteilles, de nourriture et je me dis: «Mais on est dans un autre monde, en fait», tu vois? Et même on ramène, 2-3 bouteilles pour nos parents. Enfin, tu sais, c'est un truc de ouf parce que déjà, on se dit: «Le mec, il nous a rincés» et puis de 2, moi, je rencontre des personnes qui font de l'argent autrement, qui sont contents et qui, en fait, tu vois, me reconnaissent et je me sens vraiment un peu plus à ma place. Ce jour-là, j'étais tellement timide que j'ai ramené mon livre et que je l'ai laissé dans la voiture, tu vois? Vraiment pour pas attirer l'attention ni rien et j'étais dégoûtée, mais je me suis dit: «En fait, non», j'étais juste là à observer, j'étais hyper timide. Le truc le plus fou, c'est que je suis arrivée, j'avais qu'un compte Instagram avec 300 abonnés à tout casser et il y a un mec qui me dit: «Ah mais toi, t'es la fille de 16 ans qui a écrit un livre» et j'étais en mode Incroyable. et donc pourtant j'étais pas tant que ça sur les réseaux sociaux et donc il fait une story et tout, il est là en mode: «Ah, c'est elle qui a écrit». Moi, je suis là comme ça: «Coucou», tu vois? Genre vraiment, j'étais hyper timide et donc voilà, là, c'est une soirée incroyable. Suite à ça, je commence à lancer mes événements sur Paris et à ce moment-là aussi, je rencontre, un de mes plus beaux amis aujourd'hui, mon expert comptable, qui m'apporte énormément depuis le lancement de mes sociétés et tout ça. Donc je fais cette rencontre, extraordinaire, hein, sur les plans pro, perso et cetera et vraiment c'est une très, très, très belle soirée et suite à ça donc avec, justement, mon futur expert comptable, on organise des événements sur Paris et c'est comme ça que, jusqu'à l'année dernière, je fais un Grand Rex. Donc tu vois, c'est vraiment cet événement-là qui a tout chamboulé et en fait, à la suite de ça, je fais des conférences sur Paris, des événements et là, on me pose la question: «Comment est-ce que tu as fait pour écrire un livre? Moi, si je veux le faire, comment tu le fais?» ceci et cela. On me pose la question, mais un millier de fois et on me pose aussi la question: «Comment est-ce que tu as fait? Qui tu es?» et cetera. Mais on me pose surtout la question de: «Comment tu as fait?» Et là, je me dis: «Bah, en fait, je vais les aider» et en fait, je me rends compte qu'encore une fois, quand je donne des conseils sur Instagram, il y a, 0,0000001 qui applique et donc là, je me dis: «Je peux pas rester comme ça. Je peux pas rester encore une fois où je dis quelque chose et que ça ne passe pas et que» tu vois? Genre, je m'exprime et que les gens, ils s'en fichent alors que ça peut vraiment leur apporter et j'ai pas envie de changer les gens, mais j'ai juste envie de leur apporter les outils et donc je me dis: «Je vais lancer une formation en ligne» et donc pour la vente sur Instagram. Si ça se vend à une personne à 200-300 balles, j'aurais fait mon job, j'aurais peut-être passé, 3 jours à tourner, à tout monter, à tout structurer, mais j'aurais fait mon job, tu vois? Mmh. Et en fait, j'ai pas de syndrome de l'imposteur en vrai, je suis quelqu'un qui passe souvent à l'action, mais le gros syndrome de l'imposteur que j'ai, c'est que je ne sais pas vendre et je pense que tu vois, OK. c'est le problème quand tu te lances dans le business et le business, l'importance du business, c'est de faire de l'argent et si tu ne sais pas faire de l'argent, tu ne peux pas marcher et je rencontre quelqu'un
Il s'appelle Mathis et en fait, pour moi, c'est un signe un peu, de l'univers parce que le mec, déjà, il voulait acheter mon livre. Pendant 4 semaines, il l'achète pas, mais tu sais, à chaque fois, il me relance et il me dit: «Ah tiens, mon adresse». Après, je lui envoie le lien de paiement et tout et pendant 4, 5, 6 semaines, le mec met tout son temps à acheter mon livre et le pire, c'est qu'à la fin, il l'achète vraiment et que je lui envoie. Mais à ce moment-là, ton livre, il était pas encore dispo, en papier ni Si, 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 il était déjà dispo, ouais, ouais. OK, OK. Et c'est à partir en vrai, il est sorti et à partir de ce moment-là, j'ai fait des événements, j'ai rencontré plein de personnes et cetera. Mmh. OK. Et Et donc lui, juste il là, achète pas direct, donc tu te dis qu'il y a un truc, ouais, en fait, genre le mec, priori. il est là, il traîne et en fait, tu vois, il y a des gens comme ça qui parfois veulent acheter ton livre, mais au bout d'une semaine, tu as pas répondu, il l'achètera pas et on s'en fiche. Le mec, pendant 3, 4, 5 semaines, il persévère pour acheter mon livre et pourtant il répond pas et tout, mais c'est un mec, il a 30K sur Insta, donc tranquille, tu vois? Moi, j'avais même pas 1000 abonnés, donc j'étais là en mode: «Oh, c'est une star qui veut mon livre», donc tu vois? Donc le mec achète mon livre et en fait, ce qui se passe, c'est que, j'ai un réseau et ce réseau-là voit que je fais un événement au Mans, donc en Sarthe, là où j'habite à ce moment-là et ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, ce mec, qui me contacte, donc un autre, dans mon réseau, il me dit: «Mélie, je vois que tu as fait un événement au Mans, moi aussi je veux en faire un, j'habite à côté et tout, viens, on fait un événement ensemble». Donc on fait un événement ensemble et puis ce mec-là me dit: «Tiens, je vais inviter le mec à 30 000 abonnés, donc Mathis, pour être conférencier». Et donc le mec vient à l'événement, sauf que moi j'ai le covid, donc je ne le vois pas, je ne le rencontre pas, je ne sais pas qui c'est. Ah non, pas de chance. Ça fait vraiment, tu vois, le truc où pendant 6 semaines déjà le mec essaye d'acheter mon livre, il l'achète pas. Je fais un événement, je le rencontre même Mmh mh. et ce qui se passe, c'est qu'en fait, on m'invite à une conférence en tant que VIP, je sais plus. Moi, je fais pas de conférence, mais c'est à Paris et tu sais, c'est mes amis avec qui je fais beaucoup de conférences. Donc je me déplace et je vais là-bas et à ce moment-là, en fait, je vois le mec enfin, tu vois? Il fait sa conférence et tout et puis moi, je suis en mode: «Ouais, le mec, il fait du MLM, il va me vendre je sais pas quoi». Tu vraiment grave en mode, je m'en fous A de ce mec, priori quoi, a priori et a priori de ouf. ouais. Et parce que c'est ce que m'avait dit mon meilleur ami qui lui avait assisté à la conférence au Mans. Du coup, je me dis: «Bah, tu vois, genre vraiment je m'en fous» et le mec il me dit: «Mais Amélie avec ton business», alors moi je lui dis juste: «J'ai une formation en ligne sur l'écriture». Il me dit: «Ouais Amélie avec ton business, tu peux faire 5 000 10 000 par mois, tu sais en 3 4 mois tu fais 15 000» et j'étais en mode: «Hein?» genre En 2 phrases. OK. c'est quoi ce truc, tu vois? C'est quoi ce truc de ouf? Et donc il me dit: «Voilà, l'accompagnement, c'est 3 000 € et nous, on t'accompagne jusqu'à faire, 3 à 5 000 € par mois. Tu peux faire les 15 000 € en 3 mois, facile et tout». Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, bah, tu te dis: «Bien, moi, je suis étudiante, je suis en BTS profession immobilière». J'ai voulu, suivre les conseils, en termes d'investissement et d'aller dans cette filière et donc j'avais toujours mon livre, mais j'avais pas encore d'activité. J'avais juste ma formation qui était prête à sortir, mais je ne savais pas comment la vendre et je voulais pas que ça fasse un flop. Donc du coup, en fait, je passe toute la journée avec ce mec-là et ce mec-là, en fait, me montre ses calls, tu sais, genre vraiment en mode business. Ah, le loup de Wall Street. En plus, je me souviens, enfin bref, il y avait plein d'anecdotes où je le vois, faire vraiment de l'argent. Je vois l'argent, je vois tout ça, je me dis: «Ah ouais, ça marche vraiment». Je le vois faire ses coachings et en fait, je me souviens que j'étais vraiment derrière en train d'écouter les coachings parce que vraiment, je passe une journée en stage, quoi et du coup, je me dis: «Mais waouh, genre, c'est un truc de ouf». En plus, le mec, il s'est pris un hôtel sur Paris pour venir à l'événement et tout. J'étais en mode: «Mais moi, j'ai pas ces moyens-là». Le mec, il est en mode fast life, genre, je voyais vraiment le mec là, alors que moi, j'étais là, Tu quoi. vraiment il t'a vraiment inspiré parce que Ouais. plus tu me parles de lui, plus quand je vois ton contenu et cetera, c'est un peu la même DA, des hôtels sur Paris, des conférences. Ouais, alors OK. que, enfin moi, tu vois, à ce moment-là, je me dis: «Mais comment c'est possible?» Et le mec, en Ouais. fait, a 2 ans, 3 ans de plus que moi, je sais pas à quel âge il a, Mathis, bref. Donc ce qui se passe, c'est ça et ce mec m'inspire beaucoup et en fait, je décide de rejoindre leur accompagnement. Je me lance avec 3 000 €, j'ai peur mais tu vois, mon père est un peu en mode: «Bah, si tu échoues, pas grave, c'est que de l'argent», tu vois? Donc j'ai des parents quand même qui sont assez soutenants et donc voilà, donc je me lance. En l'espace de 3 mois, je fais 17 000 €. Donc la promesse est tenue et même je suis là, tu vois? Et c'est devenu des amis, hein, je travaille encore avec eux. Enfin, il y a une grosse période où j'ai pu travailler avec eux et donc voilà, donc voilà ce qui se passe et là, je lance mon business dans le sens où le premier mois où je me lance, je fais 3 000 €, et là, je me dis: «Quoi?» Genre, tu sais, je suis en alternance à côté. En alternance, je gagne 700 € et là, en un mois, j'ai fait 3 061 € net après Urssaf. Là, je me dis: OK. «Quoi?» Tu vois? Moi? Faire ça?
Alors que je suis en études, que je suis en alternance, que je fais des concours de beauté, que je lance des événements et que j'achète un bien immo, en parallèle, je fais 3 000 €. Je me dis: «Mais c'est quoi ce glitch?» Tu vois? Genre, il y a une porte que je connais pas ou j'en sais rien et donc là exactement, la nouvelle dimension, nouvelle, croyance et puis c'est très dur pour moi parce que, tu vois, et heureusement que j'ai bien été accompagnée, même par la suite et tout, parce que tu peux vite te dire: «Bah, ça y est, j'ai fait 3 000 balles, je suis le la reine du pétrole», tu vois? Alors que pas du tout, tu vois? Il y a plein d'autres choses à faire et puis moi, en fait, 3 000 €, c'est la somme que je voulais gagner de manière, on va dire, indépendante ou même avec un CDI à 25 ans et être bien et tu vois, j'ai atteint cet objectif-là à 18 ans, que 7 ans avant, tu vois? Enfin et moi, c'est ça le truc, c'est que ça me bloque un peu parce que j'avais plein de rêves, mais je pensais pas que je pouvais les atteindre aussi facilement. Et donc en fait, là, tout se débloque et là, en fait, je monte ma société et c'est comme ça que, tu vois, on passe de, petite formation en ligne à un programme et cetera parce que je structure les choses, j'accompagne de plus en plus de personnes. C'était pas auteur leader à la base, mais voilà, je lance des programmes et j'ai même des auteurs encore qui me contactent et qui ont été dans ce programme-là, ce premier programme. En fait, c'est le même qu'aujourd'hui, c'est juste qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus amélioré, mais ça reste la même chose et c'est encore plus auteur leader académie qu'on a lancé en janvier. Donc tu vois, c'est vraiment, le programme phare que je lance. C'est comme ça que je passe vraiment de auteure à entrepreneuse, à côté de mes études, à côté de tout ça, enfin bref, un vrai calvaire, mais j'y arrive, tu vois? Moi, je me demande aussi, comment tu construis ton autorité et ta crédibilité face à des auteurs qui sont parfois plus âgés ou plus expérimentés que toi? Alors moi, ça a jamais été, tu vois, l'âge le problème. Je pense que ce qui a été le plus, on va dire, difficile, c'est que, bah, au début, si moi je me positionne en tant que quelqu'un qui est jeune, qui a pas d'expérience et tout, bah, c'est sûr que ce sera difficile de faire face à des personnes qui sont plus âgées. Mais en fait, depuis mes 18 ans, tous mes clients sont plus âgés, tu vois? C'est rare que j'ai des personnes plus jeunes que moi. Bon, je prends de l'âge, tu vois? Mais en vrai, tous les clients qu'on a, c'est des personnes qui sont au-dessus et puis même, c'était aussi le fait que dans mon équipe, j'ai été avec au moins plus de 30 collaborateurs différents. Bah, en fait, la plupart, les 3 quarts étaient plus âgés que moi, tu vois? Et donc comment est-ce que tu diriges une team, qui est «moins payée» entre guillemets que toi, qui fait pas fonctionner autant la Oui, machine, complètement. mais que tu supervises en tant que jeune, tu vois? En vrai, j'ai jamais eu ce problème-là parce que je suis quelqu'un de très mature et de légitime dans ce que je dis, mais voilà, j'ai pas eu ce problème et je pense que ce qui m'a le plus aidée, c'est que quand je me suis lancée, c'est que j'avais un livre et donc en fait, toutes les personnes qui voulaient écrire un livre, bah, se disent: «Bah, elle l'a fait», tu vois? C'est palpable. Ouais. Tranquillement, mais oui, 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 tranquillement, ouais. Au-delà du programme, quelle est ta vision aujourd'hui du marché du livre? Pour moi, le marché du livre est en plein déclin et ça l'est toujours depuis longtemps. Ça va l'être de plus en plus puisque de plus en plus de personnes vont pas lire. Aujourd'hui, écrire un livre reste un outil d'autorité, reste un outil, si tu veux raconter des histoires, même faire des films derrière, faudra toujours passer par un outil de légitimité comme ça, pour moi, en tout cas pendant longtemps. Moi, je sais que c'est pas une activité que je vais garder 50 ans. Vu la conjoncture, ce n'est pas possible. Toutes les compétences que j'ai aujourd'hui, je sais que je pourrais switcher, mais je vais tenir le plus longtemps possible, sachant qu'il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle. Nous, c'est des choses qu'on inclut. Il y a encore une grosse partie du marché qui ne l'inclut pas ou alors qui l'inclut dans le déni, tu vois? En mode: «Non, nous, on n'utilise pas, on est là». Ouais. Pas du tout, en fait, genre ça pourrait tellement t'aider et il faut arrêter d'avoir cet ego-là que l'humain est plus intelligent qu'eux. Tu es plus intelligent si tu utilises l'IA, sinon tu n'es pas intelligent. Donc voilà, ça dépend de chaque profil. Nous, on a des auteurs qui utilisent l'IA, d'autres non, voilà, mais aujourd'hui, je suis obligée de travailler avec des personnes aussi qui ont cette vision-là du après et je pense que, tu vois, j'avais eu un conseil, après les cours quand j'avais quitté les études, c'était surtout de se dire: «Le plus intelligent n'est pas celui qui apprend et qui recrache, mais qui sait comment aller chercher la ressource» et ça, c'est vraiment ce qui est important. C'est qu'aujourd'hui, tu vas pas être payé parce que tu connais les choses par cœur, et c'est contre-productif, hein, la Meili d'il y a 5 ans, elle aurait jamais dit ça, mais tu vas être payé parce que justement, tu arrives à résoudre un problème, à aller chercher une ressource que tu connais pas et c'est pas grave si tu n'as pas moi, je le dis, hein, j'ai zéro culture générale, hein. Vraiment, je pense que là, je suis vraiment en dessous de la moyenne. Pourtant, dans mon domaine, je suis à fond et je peux être experte à 100 dedans. Mais je pense que
Voilà, si tu es une personne qui sait chercher, qui a des compétences, les capacités, les outils d'avancer, tu auras jamais de lacunes, en fait, parce que tu sauras toujours, comment, te remettre sur tes pattes. Donc oui, en fait, pour moi, ça va devenir, obsolète, hein, les livres et tout, hein, mais pour le moment, on est dans une ère où ça peut encore beaucoup nous servir et je le vois tous les jours. Mais qui sait, si demain ça marche plus, moi, j'aurai un nouveau coup d'avance, que ce soit pour moi ou pour les auteurs qu'on accompagne. Parce que, voilà, il y a ce côté-là, tu vois, dans tous les cas. Moi, je partage pas ton avis sur le côté, obsolète des livres. Après voilà, j'ai pas de la data et cetera. Je pense qu'il y a des types de livres qui risquent d'être obsolètes. Clairement, ceux qui peuvent être rédigés par l'intelligence artificielle et cetera parce plus on avance, plus les intelligences, ça s'améliore. Mais derrière un livre aussi, on a réellement un côté artistique qu'on peut pas, supprimer, tu vois? Pas aller demander à l'IA, de faire un Léonard de Vinci, même si à potentiellement dans les années à venir, le faire à la perfection, admettons et cetera, mais originellement, ça reste un travail, artistique. Donc je pense que ça va dépendre des types de livres. Si c'est des guides ou des choses, très développement perso où ça dépend, là, je pense que oui, mais sur des travaux, plutôt artistiques où vraiment ça fait partie des patrimoines, culturels de chaque pays, je trouve que ça va être difficilement remplaçable. Après peut-être que, je suis pas très lucide sur ça, hein, mais j'ai du mal à le Oui, projeter. je pense que tu vois, les travaux d'écriture où oui, il y a beaucoup de travail en termes de recherche. Moi-même, aujourd'hui, je lis encore des livres sur ça. En termes de recherche, en termes de style, en termes d'empreinte énergétique, parce que pour moi, il y a aussi une grande énergie dans les mots. Ça, de l'intelligence artificielle ne le reproduira pas. Mais une grande partie aujourd'hui des livres, tu pourras avoir de l'intelligence artificielle sans même t'en rendre compte, tu vois? Oui. Mon livre, Le pouvoir d'un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est rouge, il y a une grande partie que j'ai reformulée avec l'intelligence artificielle et aujourd'hui, tu peux utiliser, comment dire? L'outil de l'intelligence artificielle pour reformuler et cetera. Pas pour tout créer de A à Z, même si ça pourrait matcher, mais pour moi, oui, si tu vois l'évolution des IA et si tu veux être en pleine conscience de leur évolution, c'est sûr que dans 15, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien, hein, mais on va te mettre une puce dans le cerveau et puis ton livre va se rédiger, j'en sais rien, tu vois? Mais pour moi, vu l'évolution de l'IA, il y aura sûrement un moment où ça va devenir plus ou moins obsolète, petit à petit, mais il y aura Mmh. évidemment une part de livre qui pourra rester toujours, plus authentique que d'autres, évidemment. Ouais, je pense la matière, initiale, c'est l'humain qui la portera encore pendant quelques années. Ouais, une part. Après l'avenir, il y aura forcément, des changements. Tu as parlé de ce fameux Matisse qui t'a clairement impacté et qui a été vraiment un tremplin dans ton parcours, Ouais. de vente et cetera. Du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu formes principalement des écrivains ou tu formes des entrepreneurs du livre? Je forme des écrivains, parce que pour moi, des entrepreneurs du livre, ce sont des personnes qui travaillent dans l'écriture et c'est pas le but. Je travaille surtout avec des personnes, qui sont parfois entrepreneuses, coach ou thérapeutes, qui vont écrire un livre. Là, on s'ouvre sur un gros volume de fiction aussi parce que ça m'a été beaucoup demandé et moi, aujourd'hui, avant, je voyais pas forcément le sens, je trouvais ça un peu bête ou bizarre. Mais quand tu te rends compte que les personnes que tu attires à toi ont les mêmes valeurs que toi, et dans leurs livres, elles veulent dénoncer, par exemple, j'en sais rien, des violences conjugales ou des personnes qui veulent, parler, justement, d'un échec, de récits de vie ou même d'histoires d'amour, de partir de zéro ou même un thriller ou peu importe. En général, bah, quand tu comprends le fond et de ce pourquoi est-ce qu'ils se lancent et quand tu t'intéresses, profondément aux personnes, je trouve ça très intéressant en tout cas, la fiction et aussi pour toutes les opportunités que ça peut te permettre d'avoir. C'est-à-dire après, je sais pas, créer des films ou quoi que ce soit et tout donc oui, pourquoi pas. En tout cas, on s'étend de plus en plus donc en tout cas, l'objectif pour moi, c'est toujours, d'accompagner des personnes qui se lancent dans l'écriture à devenir auteurs et derrière à développer leur carrière. Qu'elles le veuillent ou non, en tout cas, l'objectif pour moi, c'est des personnes qui nous rejoignent et qui derrière se développent grâce à ça. Et puis dans tous les cas, le livre, il ouvre des portes, inespérées à des interventions médiatiques, que ce soit des conférences ou même, comme tu l'as dit, des adaptations au cinéma. Si on prend les livres de Colleen Hoover où justement elle va dénoncer des violences conjugales et cetera, ils ont été adaptés au cinéma. Ouais. On a aussi Freda McFadden la femme de ménage. D'ailleurs, la femme de mé Freda McFadden, il y a eu des rumeurs comme quoi c'est une IA. Je sais pas si tu as entendu parler de ça? Ah ouais? Non, j'avais pas vu. Si, si, mais
Bon, ça reste à rediscuter, j'ai un petit peu mon avis là-dessus. Pour continuer dans notre échange je trouve que te découvrir sur ce format, c'est hyper intéressant parce qu'on peut prendre plus le temps de découvrir un peu tes dualités. Comme tu l'as dit plus tôt, dans ton parcours, bah, voilà, tu avais du mal à trouver, ta place plus jeune, tu l'as cherché, tu as essayé beaucoup de choses et cetera. Donc d'un côté, une image de toi qui est très affirmée, très maîtrisée dans ta direction, artistique et en même temps, tu parles ouvertement de harcèlement, de poids et de vulnérabilité, notamment sur les réseaux. Est-ce que ces 2 versions de toi cohabitent facilement? Je dirais ouais, je pense que je suis quelqu'un qui est très, professionnel. J'ai toujours eu envie d'avoir une image, parfaite, je vais dire parfaite de moi, mais la plus pro. Enfin, j'aime bien me mettre dans des rôles, donc c'est sûr que quand je vais être, tu vois, au travail, ça va être hyper carré alors que, on me connaît dans la vie perso, mais genre c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout les mêmes responsabilités et tout et donc je pense qu'il y a vraiment une dualité dans tout ce que je fais, dans mon propre parcours et dans à quel moment je mets aussi de côté mon propre parcours pour servir les auteurs qu'on a, pour servir leur histoire. Donc ouais, je pense que j'arrive facilement, en tout cas, à m'adapter et je pense que c'est ce qui m'a permis le plus, de pouvoir me développer et développer les auteurs qu'on a eu. Très bien et l'image que tu montres aujourd'hui, est-ce que c'est une armure ou finalement une extension naturelle de qui, tu es Je devenue? pense que c'est une extension de moi. Aujourd'hui, je pense que j'ai passé, tout le fait que tu as envie de montrer quelque chose qui est parfait et cetera. J'ai été beaucoup dans ce schéma-là, mais j'ai tend à vraiment l'enlever parce que je me suis rendu compte que c'est de ça que la plupart des auteurs ont besoin quand ils, ne sont pas encore lancés, de se dire que, bah, on peut être pareil et avoir réussi. Aujourd'hui, j'ai envie de montrer que ma vie est très simple et que j'aspire pas à enfin oui, j'aspire toujours à mieux dans ma vie, mais c'est pas une obligation et que, tu peux vraiment, vivre ta vie comme tu le sens, et tu peux réussir, bah, à partir de ce que tu as, peu importe où tu en es, de montrer que c'est possible pour tout le monde et j'ai vraiment pas envie de créer cette barrière en mode: «Bah, non, tu peux pas y arriver». J'ai envie plutôt d'être un exemple pour ces personnes-là, puis même d'apprendre d'autres personnes. Donc je suis plus quelqu'un qui a envie de me poser, au-dessus vraiment de tout le monde. C'est sûr que tu es obligé, dans un certain cadre, d'évidemment mettre des limites et tout à ça parce qu'évidemment, bah, au niveau où je suis, c'est sûr que, bah, j'ai un certain respect de mon temps et cetera. Mais j'ai toujours envie de montrer aux personnes que oui, je suis quelqu'un qui reste accessible, qui reste humaine, qui est comme tout le monde en fait, tu vois? Peu importe, même si oui, j'ai réussi plusieurs choses et cetera. J'ai besoin encore d'apprendre donc oui et tu apprends de tout le monde. Tu ne peux pas, mettre de côté quelqu'un ou quelqu'un d'autre évidemment. Complètement et puis, bah, toi aussi dans ton parcours, tu as appris des autres et tu es tombée sur, les bonnes personnes, je dirais, au bon moment, ouais. L'année 2025 a l'air d'avoir été haute en couleurs, pour toi, notamment, sur les messages que tu partages, sur les réseaux et cetera. Si on enlève le business, le branding et les shootings, parce que c'est vrai qu'on l'a pas noté, mais tu as plusieurs casquettes et tu fais beaucoup de choses et c'est bien parce que tu suis tes passions et tout, c'est très important. C'est ce qui te permet, je pense, d'être aussi aligné avec le business que tu mènes aujourd'hui et que tu vas mener dans les années, à venir. Mais, si on parle d'aujourd'hui, c'est qui la Mélie d'aujourd'hui? Si tu pouvais la définir. Sans mettre enfin tu m'as dit sans, parler du business et tout? Sans le côté business, le côté OK, branding et shooting, la ouais. vie brute de décoffrage. Moi, je pense que, tu vois, par rapport à avant, il y a eu un grand écart parce que, j'ai vraiment appris à, comprendre, que j'avais besoin de voir à long terme ma vie et pas, tu vois, de m'essouffler tout le temps, de toujours être dans le rush ou sous pression. C'est vrai que je suis encore parce que j'ai toujours eu ça dans ma personnalité et c'est très compliqué de devenir quelqu'un d'autre en l'espace de même quelques jours ou quelques mois ou quelques années, ça dépend, à quel point. Mais je pense que l'Amélie d'aujourd'hui, c'est une personne qui se fait passer vraiment en priorité par rapport à ce que je pouvais faire avant, où, j'ai cherché la reconnaissance pendant des années chez les uns comme les autres, même comme des proches. J'ai pu aussi faire un énorme travail sur moi-même l'année dernière. C'était pas du tout, l'objectif parce que je pense que, tu sais, quand tu es malade, tu as envie de te soigner que quand tu es malade. Moi, je suis quelqu'un qui, en plus, prend jamais de médicaments, donc je prends les médicaments à la dernière, tu vois? Dernière, au moment où je suis KO, que je peux plus me lever, tu vois? Tu es déjà en Et détresse, quoi. je pense que, tu vois, ce qui m'a permis de vraiment me développer, que ce soit intérieurement et spirituellement, c'est vraiment le fait de prévenir tout ça. Parce que à cause de mon business, la première année, il faut pas le dire, mais j'ai pris 27 kilos, tu vois? Parce que j'étais, dévouée dans mon business, parce que j'avais une énergie énormément masculine. Je pense que, tu vois,
je me suis vite oubliée et donc la Meili d'aujourd'hui, même peu importe les activités que j'ai, que ce soit même, pro ou perso, pour moi, je suis une personne qui est beaucoup plus stable déjà, dans ma vie, qui a créé son indépendance de A à Z. Je suis indépendante sur tous les plans et c'est ça qui me permet d'avoir une certaine, liberté, tu vois? D'être, de savoir, que faire, ce que je veux, quand je veux et cetera. De pouvoir aider encore plus de personnes et aussi de pouvoir m'aider en premier avant de chercher à aider les autres. Que tu peux aider les gens, même mes clients, hein. J'ai tellement voulu délivrer, apporter de la valeur qu'au bout d'un moment, en fait, moi, ça ne servait plus à rien de le faire, en fait, finalement et que j'ai été lessivée. Donc je pense que, tu vois, la Mélie, d'aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, c'est une Mélie qui est déjà bien plus forte et qui est capable de se dire: «OK, j'ai vécu ça et c'est quand même mon héritage aujourd'hui, ma force de ce que j'ai pu avoir». C'est une personne qui a confiance en elle et qui sait que peu importe ce qui s'arrête, elle réussira quelque chose de nouveau parce qu'elle a confiance en elle et parce qu'elle sait qu'elle peut partir de zéro et que aucun problème n'est trop grave ou difficile à résoudre. Et je pense que, tu vois, il y a ce côté-là, ce côté, je me priorise, ce côté, j'arrête de, me faire passer en dernier et je me repose, bah, chaque semaine parce qu'avant je ne me reposais pas pendant des mois, voire même des années complètes et je pense que, tu vois, il y a vraiment ce switch-là qui est de je vois les choses à long terme, donc je suis obligée de prendre soin de moi parce que je vais pas le faire quand je serai sur un lit d'hôpital et que, ce sera la fin. Donc il y a vraiment ce côté-là de, OK, je peux être heureuse tous les jours, je peux apporter de la valeur, mais si au fond ça ne me nourrit pas, ça ne me sert pas, donc je coupe et je pense que j'ai vraiment cette sagesse-là de couper ce qui ne va plus dans ma vie, de poser mes limites et de me dire: «OK, aujourd'hui je veux être cette femme-là qui va pas être épuisée, souillée à cause de tous les événements qui lui arrivent, mais qui va pas être, pas vivre, tu vois, cette vie par défaut, peu importe les problèmes que j'ai», parce qu'il y aura toujours des problèmes plus compliqués, mais plutôt de prendre sa vie en main, peu importe ce qui se passe et je pense que c'est surtout un nouvel état d'esprit, une nouvelle identité que j'ai par rapport à avant, d'affronter la vie d'une nouvelle manière qui va permettre de me servir et non de subir, tu vois, chaque jour, même sans même m'en rendre compte. On peut dire vraiment, en tout cas, moi bien alors moi j'ai 29 ans, je vais sur mes 30 ans, mais quand j'entends ton discours à 22 ans et ton parcours à 16 ans, ça me donne vraiment le sentiment que tu as été dans un incubateur de vie extrême, vraiment. Ouais, il y a eu plein d'événements C'est ça. et Voilà, avant tu faisais un sprint, aujourd'hui tu as compris que la vie c'est un marathon et qu'il faut tenir sur du long terme et pas sur du court terme et que ton corps, bah, c'est la base. Si tu pas la santé, tu as rien. mais tu vois, c'est facile de se dire, genre, c'est facile de mettre des mots dessus ou tu vois, de voir les choses, mais de vivre, c'est complètement différent. Rien à voir. Parce que, tu peux dire: «Mais oui, tranquille, je prends soin de moi», alors que oui, en fait, ce que je faisais, c'était juste faire une pause d'1 heure dans la journée. Pour moi, c'était: «Je prends soin de moi», alors que pas du tout. Donc en fait, tu peux soit, en fait, te prendre le schéma en pleine tête et voir la situation et te dire: «OK, là, c'est pas normal» ou «Là, ça me fait du mal» ou «Là, ça ne joue pas en ma faveur. Comment est-ce que face à cette situation, la prochaine fois que ça arrive, je peux casser ce schéma?» ou est-ce que tu vas continuer de subir les schémas et toi être dans le déni en mode tout va bien, tu vois? Mmh. Et moi je pense que tu as ce côté-là où oui, tu peux en fait, vivre ta vie, la subir, avoir l'impression qu'en fait tout va bien alors que pas du tout parce que oui, je faisais énormément d'argent par rapport à mon âge, j'avais énormément de success story, j'étais mannequin pour Galeries Lafayette, je venais d'acquérir mon bien immobilier alors tout va bien, mais au fond pas forcément. Bien sûr. Et je pense que, voilà, ce qui m'a le plus aidée et comme je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas attendre, d'être malade pour me soigner et donc ce que j'ai fait, c'est que l'année dernière, j'ai fait 3 thérapies différentes. J'avais pas besoin, tu vois, de le faire, mais je l'ai fait quand même et je sais que c'était vraiment pas facile du tout. C'était vraiment sur ma confiance en moi, sur ma capacité à gérer certaines choses et je pense que ce qui a été le plus déclencheur, c'est que, bah, en fait, j'étais tellement dans mon business que à des moments, bah, en fait, j'avais de plus en plus de clients et à chaque fois que j'avais un client, je faisais, limite une crise d'angoisse et j'appelais mes amis, ils étaient là en mode: «Mais Émilie, tu as de l'argent qui rentre, genre ça doit être cool, tu vas trouver des solutions» et moi, j'étais mal parce que je savais pas comment j'allais délivrer ça et à chaque fois, ça, c'était un indicateur et j'ai rencontré quelqu'un aussi à ce moment-là qui a été vraiment, quelqu'un qui m'a permis d'avancer dans ma vie et ce mec-là, en fait, il m'a vu pendant une semaine de vente
où j'avais 5, 6 auteurs et je savais pas comment j'allais les gérer clairement. Et il était là en mode: «Mais Mélie, tu fais des dizaines de milliers d'euros comme ça en une semaine et tu te retrouves comme ça et tu vois et tu pleures et tout, mais qu'est-ce qui se passe?» Et c'est là qu'il m'a dit: «Je te donne le contact de quelqu'un qui peut peut-être t'aider». Et c'est là que j'ai fait le travail avec la personne. Je n'y croyais pas, mais j'ai testé tellement de trucs et je pense qu'il faut être prêt à se soigner même si tu es pas malade et de te dire: «OK, je vais creuser quand même», tu vois? Et même encore aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai fait tout le tour de ma vie de long en large, en travers, de toutes les relations que j'ai pu avoir et cetera, même aujourd'hui encore, tous les jours, tous les 2 jours, je fais un genre de petit bilan sur moi, de me dire: «Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer? Est-ce que je peux regarder 2, 3 vidéos YouTube pour, prendre des conseils pour mieux réagir la prochaine fois?» Parce que plus tu vas avoir des responsabilités dans ta vie, plus tu veux être une personne différente que la normale, plus tu vas avoir des problèmes différents, des états d'esprit différents et il faut absolument que tu puisses avoir le bagage nécessaire mental et comment dire? Cette capacité aussi émotionnelle de pouvoir encaisser les choses. Complètement. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis dans ton discours et surtout pour les auditeurs qui Et vont ça s'est nous écouter. pas fait, tu vois, en un jour et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tu n'arrives pas à ce stade-là juste parce que, c'est fait, quoi. C'est facile de voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais non. Exactement et en plus tu évoques plusieurs choses entre, voilà, la lumière qui est sur toi, où tout réussit, où tu es en abondance d'opportunités, en abondance d'argent et cetera. Mais dans le fond de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas et il faut prendre soin de soi et la vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, tu es à ce stade-là, mentalement, on va dire. Je sais pas, l'année prochaine ou dans quelques mois, tu vas aussi On sait jamais. challenger et tu vas devoir aussi retravailler sur toi et on a souvent tendance un peu à admirer les entrepreneurs qui réussissent, les PDG d'un Ouais, groupe et cetera. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que pour arriver à ce niveau-là, oui, il faut travailler, oui, il faut les compétences, mais il faut ce qu'on appelle les soft skills et ces soft skills, c'est ce que tu as dit. Les épaules déjà pour pouvoir encaisser, les épaules pour pouvoir diriger, le fait d'être aligné. Si tu n'es pas aligné avec toi-même, quitter, si tu as pas réglé tes problèmes intérieurs, tu ouais, pourras jamais atteindre en fait, tu vas pas vibrer au même niveau de ce que tu espères. ouais, Les opportunités exactement. vont pas du tout matcher. Donc c'est hyper important ce que tu dis. Et je pense que comme tu dis, il y aura toujours un niveau supérieur. Moi, il y a des peurs que du coup, je suis encore en train de régler. C'est des peurs minimes, mais je suis obligée de régler ça encore aujourd'hui parce qu'en fait, tu guériras jamais. Parce qu'un jour, tu vas avoir ça. Puis la première fois, le problème, c'est que tu as peur de sortir ton livre. Puis la fois d'après, c'est que tu as peur de réaliser ton film. Et la fois d'après, c'est que tu as peur de faire ton tour du monde. Tu auras toujours en fait des obstacles. Et si tu n'es pas dans cet état d'esprit-là et d'être mature, de te dire: «OK, pour être en sécurité avec moi-même, à chaque fois que j'ai un problème, je m'améliore, je me fais confiance et j'avance», bah, tu pourras pas, en fait. Complètement. Et quand tu lis les autobiographies, des je sais pas moi, de Michelle Obama ou de Pelé et cetera, même si bien sûr chaque personne peut on a toujours des traits positifs et négatifs, tu verras que même eux à leur niveau, ils ont eu des peurs. Parce qu'on a souvent tendance à idéaliser, mais c'est normal, la Ouais. peur fait partie de la vie, le challenge fait partie de la vie, il faut juste, bah, le prendre avec la main et avancer et essayer de composer avec. Mais, encore une fois, et ça, tout le monde n'est pas réceptif à ça, surtout quand tu es entrepreneur, faut s'entourer aussi d'entrepreneurs qui comprennent. On refait un petit zoom sur, Auteur Leader, Academy, que tu puisses nous en parler en quelques mots. Moi, je te poserais pour commencer la question de quelle est l'erreur la plus coûteuse que tu observes aujourd'hui chez les auteurs qui souhaitent publier? Et je dirais c'est l'abandon, parce que, on va pas se le cacher, mais 95 des personnes qui veulent écrire un livre ne vont pas au bout ou ne se lancent même pas. Donc, la plus grosse erreur, c'est ça, c'est de se dire: «Bah, je me lance et je le fais pas», parce que tu as pas le bon process, parce que tu as des peurs qui rentrent en jeu, parce que tu te dis que l'excuse, c'est le temps. Tellement de choses qui rentrent en jeu pour l'abandon d'un livre que, oui, c'est compliqué. Mais c'est comme, un mec en surpoids qui doit faire du sport et qui a déjà testé 50 régimes, tu vois? C'est compliqué. Donc je pense que la plus grosse erreur, c'est d'abandonner, juste parce que tu as pas le bon process ou que tu es pas tombé, sur la bonne personne ou quoi et encore, tu vois? C'est pas pour ça que je recommande le programme. Aujourd'hui, le programme est un outil, un accélérateur pour toi, mais aujourd'hui, oui, tu peux réussir même sans n'importe quel programme. Je suis pas là pour vendre quoi que ce soit, mais c'est ce que tu vas avoir cet état d'esprit de te dire: «OK, je commence quelque chose et je vais au bout», tu vois? Et parfois, il y a des personnes qui sont tout à fait, humbles et transparentes sur ça et qui vont juste se dire: «Bah non, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me lâche pas jusqu'au bout et c'est OK». Et et je pense que ouais, la plus grosse erreur que je vois, c'est ça. Et quels sont tes plus beaux, accomplissements et accompagnements, même si chaque livre est unique, chaque projet est unique? Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué et pourquoi?
Et l'accompagnement qui m'a le plus marquée, au tout début, il y en a tellement, c'est, le premier livre que enfin, un des premiers livres que j'ai rédigé pour un client. Et en fait, ce client-là avait enfin, un état d'esprit très entrepreneurial et donc on était 3 à bosser sur le livre. Je l'ai relu au moins 4 fois, 5 fois. On a fait la couverture, on a fait des mock-ups. Je savais pas comment faire des mock-ups, bah, j'ai trouvé. On a fait le livre audio, je savais pas comment le faire. On a fait le livre audio, on voulait faire en anglais, on a fait en anglais. On voulait, le faire en e-book et tout et en fait, tu vois, c'est un auteur, il m'a même demandé de faire des schémas à la main et je me suis tapée, tu vois, il y avait au moins 50 schémas à la main. Maintenant, tu vois, je sais le faire, mais c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté. Un livre qui est devenu numéro 1 des ventes, un livre qui apporte énormément et franchement, c'était un très beau parcours. Donc ça, c'était le numéro 1. Ensuite, un parcours qui m'a beaucoup matché, c'est, une biographie que j'ai écrit avec, une personne, qu'on avait en commun avec mon mentor. Donc moi, j'ai rencontré, donc mon mentor, lui, c'est quelqu'un que je suivais et cetera depuis longtemps et en fait, on a fait le livre. Une fois que c'était bon, on a terminé le travail. C'était un des plus beaux exploits que j'ai eu puisque c'est un livre que j'ai réécrit et que j'ai synthétisé en l'espace de 5 jours. En fait, j'ai commencé la prestation à Noël, je l'ai fini au 1er de l'an. Donc pour te dire, j'ai bûché, je n'en pouvais plus. Et J'ai combien envoyé des de messages à pages? 3 C'était combien en de fait, pages? c'était un livre de 100 000 signes et il fallait le descendre à 250 000. Donc c'est comme si on était sur un livre de 400 pages et il fallait le mettre en 200 et donc en fait, j'ai dû tout synthétiser, tout améliorer en l'espace de 5 jours. Le livre était déjà écrit et c'était une très, très belle prestation. Donc voilà et en fait, à la fin de ça, bah, le livre est sorti quelques mois plus tard, ça dépendait de la maison d'édition et en fait, j'ai rencontré le mentor, qui justement m'a mis sur ce projet-là en Laponie. Donc c'était un séminaire, business et cetera en Laponie et là, c'était la meilleure rencontre que j'ai pu avoir, de toute ma vie, hein, vraiment. Enfin, une des meilleures parce qu'il y en a eu beaucoup, mais ouais, franchement, je dirais, la meilleure. Donc vraiment, ce livre-là était très, très cool aussi et après les exploits qui suivent, c'est évidemment le Grand Rex. C'était une journée ultra épuisante pour moi, mais c'était tellement un exploit de voir les gens, ma famille qui est là, les gens qui se lèvent, tu vois? Tout ça de concrétiser, j'étais en mode: «Waouh, on a fait le Grand Rex». J'en parlais à Grégory, mon expert comptable que j'ai rencontré depuis mes premiers événements dans ses bureaux à Paris et vraiment, je lui ai dit le jour où on a fait le Grand Rex ensemble, on était: «Waouh!» En fait, ça faisait 4 ans qu'on bossait dessus. On n'a pas fait encore la grande salle, mais voilà, je savais que c'était quelque chose. Puis là, on a le festival du livre de Paris et c'était très compliqué d'avoir en tout cas un stand et en fait, on a réussi et donc j'ai hâte de voir ce qui se passe. Donc ce serait ça les plus grands exploits en tout cas, pour moi et puis évidemment que mon business soit à mon service et pas l'inverse. Je pense que ça, c'était un grand exploit parce que je voulais vraiment pas être esclave et aujourd'hui, c'est un business qui me sert, qui me permet de voyager, de vivre, de manger, de dormir. Et pour terminer, quel livre tu recommanderais à une personne qui n'aime pas lire ou qui n'a jamais vraiment lu? Un peu comme nous, dans le passé. C'est trop compliqué parce que tu vois, il y a tellement de niches, donc je peux pas recommander forcément le livre. Par contre, moi, ce que je conseillerais à la personne, c'est, de trouver un livre, d'aller en librairie, de prendre le temps de regarder les rayons et de choisir un livre qui est assez petit pour que ce soit assez guémisseur pour la personne et moi, ce que je peux faire en plus si tu prends le premier livre, c'est de te dire, bah, essaye de l'écouter en audio en même temps, regarde des vidéos sur le sujet, tu vois? Genre immerge-toi vraiment et tu regarderas si ça match ou pas, pour toi. OK, très bien. Bah, écoute, on passe à notre petit jeu. Je vais te poser, des questions et tu auras, genre 1 seconde pour répondre, pas plus OK, et tu prête? oui, Publier vite ou publier parfaitement? publier vite. Le talent ou la discipline? La discipline, Une image forte ou une plume forte? une image forte, Un best-seller ou une communauté fidèle? une communauté fidèle, L'auto-édition ou la maison d'édition? auto-édition. Ouais, je m'en doutais pour celui-ci. Ah, un C'est succès pas facile, hein, mais ouais. ouais. Un succès rapide ou une carrière longue? Un succès rapide. Et pour terminer, quel conseil donnerais-tu à la Mélie de 16 ans et potentiellement aux Mélie de 16 ans qui nous écoutent, aujourd'hui? Je dirais,
Je crois que tu imagines pas, tout ce qui va se passer, pour toi. Il te suffit d'y croire et de rien lâcher et tu verras que tout ce que tu veux faire, tu le réaliseras. Trop bien. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet échange, Mélodie. Ouais. Qu'est-ce qu'on comment on peut te contacter? Où on peut te trouver? Dis-nous tout. Yes, bah, vous pouvez retrouver mon livre, du coup, Le pouvoir d'un livre, directement sur Amazon et tout simplement pour le retrouver, vous avez le lien dans ma biographie Instagram. Mon Instagram, c'est melly.auteur. Vous pouvez m'envoyer quelconque message, même sur tous les réseaux sociaux, mais en général, je suis plus présente sur Instagram. Super, dans tous les cas, je vous mettrai, toutes les barres, enfin, en barre d'infos, toutes les infos et cetera. Quel serait ton mot de la fin? Le mot de la fin, ben, juste, merci, de m'avoir permis de faire cette grosse rétrospective, de pouvoir la transmettre aussi. Je trouve ça hyper enrichissant. C'est vrai que, tu vois, au bout d'un moment où quand tu avances, tu avances, tu avances, tu vois plus que tout ce que tu as fait et je trouve ça magique. Donc j'espère que ça aura pu, transporter quelques-uns de nos auditeurs, en tout cas, et de vous dire que c'est possible aussi pour vous si moi je l'ai fait. Super, merci beaucoup pour cet échange, Mélie. On a beaucoup appris et je suis persuadée que ça va servir à beaucoup de personnes. Et puis moi, je vous retrouve, bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, à Trop bientôt. cool, ciao.